Bonjour à toutes et à tous, ceci est donc l'introduction du colloque numéro 4 intitulé Conditions de l'image et qui se tient évidemment cette année en virtuel à l'École nationale supérieure de la photographie. Quatrième colloque, ce qui présuppose qu'un certain nombre d'autres ont été organisés auparavant, organisés par le laboratoire FIG dont je m'occupe avec les étudiantes et les étudiants et organisés par le CREI, le Centre de recherche art et images de l'École nationale supérieure de la photographie. Il y a donc eu un premier colloque qui prenait acte des relations entre le texte et l'image et opérait une conclusion sur des recherches qui ont été entamées entre les années 2015 et 2018. Le deuxième colloque proposait des recherches sur les relations entre la question de l'acte et de l'image et ont ouvert un nouveau cycle de recherche qui est en cours évidemment encore aujourd'hui sur les relations que l'image entretient à l'opérativité et l'effet que toute production d'image produit sur le vivant. Le troisième colloque, celui qui a donc été donné en 2020, l'an dernier, a tenté de penser les relations entre l'image et la prise, autrement dit le prélèvement qui est produit sur le monde. Enfin, le quatrième colloque, donc celui-ci, qui est donné aujourd'hui le 26 mars 2021, entend proposer une réflexion sur ce que nous avons nommé les conditions de l'image. Autrement dit, à quelles conditions une image peut-elle être produite et quel est en ce sens l'état restant du monde une fois que les images sont faites. Or, nous présupposons deux choses. D'abord que derrière toute prise, le monde est laissé avec quelque chose en moins, en tout cas une transformation, dont les conséquences sont plus ou moins violentes pour le vivant. Ensuite, après toute prise, il s'agit de stocker ce qui a été pris. Or, il s'agit de comprendre que nous ne pouvons stocker indéfiniment ces images sans en être hantés, mais aussi sans que cela ait des conséquences plus ou moins violentes sur notre vivant et sur le vivant. Donc pour comprendre tout ça, je vais essayer de faire une synthèse qui sera en guise d'introduction, une synthèse des recherches qui ont été menées avec les étudiantes et les étudiants dans le cadre de ce séminaire. Tous les séminaires sont évidemment consultables et lisibles, à la fois dans leur écriture et les commentaires, sur le site du laboratoire FIG, qui est donc mis en lien sur la playlist du colloque. Le séminaire donc, de l'année 2020-2021 a essentiellement porté sur l'interprétation de ce moment condition de l'image, et en supposant qu'il faille opérer une prise et que toute prise a une conséquence sur le monde. Nous avons proposé d'entendre le concept de monde d'un point de vue strictement philosophique, au sens du terme cosmos, dans la pensée grecque. Cela signifie que le monde indique la relation entre le réel et la réalité. Le réel désigne ce qui ne relève pas d'une opérativité de l'être, tandis qu'à contrario, la réalité désigne précisément tout ce qui relève d'une opérativité et d'une réalisation de l'être. Le monde est donc la relation dialectique et conflictuelle, agonistique pourrions-nous dire, entre les deux. Or, toute image procède à un prélèvement dans le réel ou dans la réalité, et ce prélèvement ne laisse donc pas intact le monde. Il nous intéresserait alors de penser à la possibilité d'une image de l'état restant du monde. Image qui n'est pas obligatoirement dans l'image, mais qui peut lui être indicielle. Image qui vient, comme saisissement, se constituer en chacun de nous, comme spectateur et comme regardeur. Image qui viendrait se constituer comme la trace visible, matérielle, au sens propre, et intelligible, comme conscience, de l'état restant du monde. Alors, pour être plus précis, il faut préciser et rappeler qu'au cours de nos recherches, il y a déjà quelques années, nous avions travaillé sur un fragment très précis de Paul de Tarse, le fragment dans la première épître aux Corinthiens, le fragment 7.29, où Paul propose une image, ce qu'il appelle en grec un schéma, de ce qu'on appelle le temps messianique. Ce temps qu'on peut nommer comme un temps d'instant, qui en grec se nomme par Paul le nun kairos, donc nun désignant comme adverbe le maintenant et le kairos qui est l'instant. Ce temps de l'instant, en se repliant infiniment sur lui-même, fait en sorte que tout ce qui est un instant particulier est comme s'il n'était pas à un autre instant. Okay, avec la fameuse formule de Paul, tous ceux qui ont, par exemple, une femme sont comme n'en ayant pas, tous ceux qui pleurent sont comme ne pleurant pas, etc., etc.
Ce qui veut dire que le temps messianique est une temporalité qui est à la fois anarchique, renversement des figures, anéconomique, c'est-à-dire non prise en compte de la gestion du monde, et non destinale, puisqu'en gros, dans le repli du monde, il n'y a pas d'écriture du destin de l'être. Et que tout ceci devrait conduire en fait à une libération de l'être qui lui-même est étriqué dans l'angoisse de se tenir à la fois dans sa position, dans son rang et dans son destin. C'est pour cela qu'au point 7.32, Paul, en citant le Messie, utilise l'indicatif et dit Delode umas amerunuseinai, je veux que vous soyez ininquiétés. Et nous avions travaillé sur ce que nous avions alors nommé une amérimnie, à savoir une manière de se décharger de l'inquiétude de la mémoire qui ouvrirait la possibilité de rendre l'être ininquiété, mais en conséquence de le priver de toute conscience politique. Principe de la délégation, en somme. Ceci nous avait semblé particulièrement intéressant pour comprendre la modernité chrétienne et libérale qui consiste à produire un présent déchargé de cette conscience politique de nos agirs, et de comprendre ainsi que l'économie générale des images était probablement fortement amérimnique, en ce sens qu'elle ne réclame pas de nos parts une conscience politique comme regard, de sorte que nous maintenions une hantise de ne pas y être autrement inquiétés. En continuant de recherche sur le texte de Paul, toujours cette première épître aux Corinthiens, nous avons analysé un autre fragment, un peu plus loin, le fragment 10.25, où il s'agit pour le philosophe d'indiquer la manière avec laquelle il donne des conseils sur la consommation de la viande. Alors il faut selon lui s'intéresser à une certaine provenance pour distinguer si les viandes sont issues ou non de sacrifices rituels. C'est ça la question intéressante. Sinon, dit-il, il faut alors préférer les viandes qui proviennent du marché à viande, makelon en grec, et dès lors consommer, tel qu'il le dit, en grec, medein suneidesin, c'est-à-dire consommer sans conscience. Nous nous sommes beaucoup intéressés au sens de cette locution medein suneidesin et au sens du substantif suneidesis, qui lui-même est composé en fait du préfixe sun, qui veut dire avec, et du terme eidesis, qui signifie très précisément et sans ambiguïté en grec ancien, la connaissance. Or, ce qui est intéressant aussi, c'est cette racine, la racine qui est contenue, le terme eidesis, provient du terme que nous connaissons tous, du terme grec eidos, qui signifie l'image. Il n'y a pas n'importe quelle image, ce que Marie-Josée Montzin appelle une image naturelle, c'est-à-dire l'inverse de l'image artificielle, et qui s'oppose en ce sens à ce qu'on appelle eidolé, l'image artificielle, et qui est ce qu'on pourrait appeler la réalité, alors que l'eidos serait l'image qui provient du réel. L'eidesis est donc la connaissance à partir des éléments du réel dans la relation qu'ils entretiennent avec la réalité. Bon, jusque-là, tout ça est à peu près cohérent. Il s'agit donc ici, dans le texte de Paul, de procéder à une consommation sans avoir recours à la connaissance de ce qui conduit au prélèvement. D'accord ? La suneidesis, c'est donc très simplement et très techniquement la conscience de ces actes. Nous nous sommes donc intéressés à ces deux termes qui nous semblent essentiels pour comprendre la pensée occidentale et ce qu'aujourd'hui nous devrions nommer la pensée mondiale, c'est-à-dire à la fois la mérimnie comme une inquiétude et d'autre part la syneidesis comme non-conscience. Ce qui signifie alors que nos modes d'agir, de prélever, de saisir et de penser se réalisent presque toujours dans un rejet d'une double conscience, celle de la mémoire de ce qui a été fait et celle de l'état restant du monde. La fondation du monde métaphysique et économique est donc entièrement structurée sur une suspension de toute histoire matérielle politique et de toute conscience de l'état restant du monde. Alors c'est précisément pour cette raison que nous proposons comme définition moderne de la suneidesis la conscience comme image de l'état restant du monde. Or, cette suneidesis n'est pas au sens propre une image matérielle, mais elle est une série d'indices contenus dans les images, les œuvres, les textes, qui permettent de maintenir vive la possibilité de cette conscience. La double question reste alors de comprendre comment nous sommes en mesure de lire ceci dans la production contemporaine et comment fonctionne ce processus sunéilétique. Alors, première chose qu'il faut comprendre, un premier pas, il
faut comprendre que la synédésis fonctionne d'abord à partir de l'identification dans les productions, artistiques et non artistiques évidemment, de ce que nous avions nommé une biomimésis. Cette thèse indique que l'histoire de l'œuvre est fondée sur ce qu'on appelle chez Aristote, et qui est nommé dans le texte La Politique au point 1448, ce qu'il appelle une préférence de la mimésis. Okay, et plus précisément, tel qu'on peut le comprendre à partir de la lecture de Platon, précisément une préférence générale pour une zoomimésis, c'est-à-dire une représentation du vivant, okay, la zoé en grec. Or, la modernité semble s'intéresser moins à la représentation du vivant qu'à la représentation des conditions du vivant, cette fois-ci bios en grec. Ceci constitue le premier jalon pour comprendre ce qu'est la synédésis, en tant qu'elle serait une conscience des modes de représentation des conditions du vivant. Okay, c'est ça qu'on a appelé biomimésis. Cependant, nos recherches nous ont conduit alors à développer une autre hypothèse, une autre thèse, celle non pas de la biomimésis, mais celle de ce que nous avons appelé la diéténomie. Alors, pourquoi ce terme ? C'est-à-dire, on va essayer de comprendre ce qui s'intéresse à la gestion, donc en grec nomos, de nos conditions d'existence. Et les conditions d'existence, plutôt que de les entendre sous le terme bios, nous avons préféré les entendre sous le sens du terme grec diaita. Okay, la diaita, c'est les conditions d'existence, qui sont fondées évidemment sur le terme zao en grec, qui veut dire vivre. Pour cette raison, mais vivre dans ses modalités, dans ses habitudes, dans ses modalités propres. Pour cette raison, nous préférons proposer que la modernité s'intéresse fondamentalement à une diétémimésis, c'est-à-dire qu'elle s'intéresse à la représentation de nos conditions et de nos modes d'existence. Le troisième grand point pour comprendre le processus de fonctionnement de la synédésis est l'interprétation de ce que nous avons appelé les processus d'élégie dans l'histoire du poétique, de la littérature et de l'œuvre. Alors, ça a été un travail assez conséquent, extrêmement important, et une avancée qui a été faite grâce au travail des étudiantes et des étudiants dans le cadre du séminaire. Il faut pouvoir donc établir ce que nous avons nommé à ce moment-là une plainte plastique et une plainte critique pour pouvoir saisir les indices de cette image synédétique. Et que la teneur essentielle de l'élégie dans l'histoire de l'art serait entre autres contenue ici. Le quatrième point, pour comprendre ce qu'est cette synédésis, a consisté à penser ce que signifiait encore aujourd'hui, maintenant, une image. Et pour cela, nous les avons rassemblés en fait sous une sorte de pensée critique à partir de six points, de 6 jalons. Le premier, c'est nous avons essayé de comprendre ce que signifiait l'image aujourd'hui. Le premier point a été de considérer le concept de latence et d'image latente. Alors essentiellement, ceci à partir du travail de l'artiste Aurélie Petrel. Dans le cours du colloque, il y a un entretien qui sera publié, oral, entre Aurélie et moi, sur ces questions, sur ses propres questions de l'image latente et des conséquences que ça a. Alors l'intérêt du travail d'Aurélie Petrel et l'intérêt du travail de l'image latente, c'est que ça nous permet deux choses. Ça nous permet à la fois de penser le fond, F-O-N-D-S évidemment, comme stock. Qu'est-ce qui est stocké et qu'est-ce qui est comme fond à partir duquel à la fois faire des images, faire des photographies et constituer un stock, et de penser ce qui permet de saisir l'espace entre le prélèvement, c'est-à-dire la photographie, et l'exposition, c'est-à-dire le travail artistique. Le deuxième point, c'est que nous avons ensuite considéré l'exigence d'une poétique, c'est-à-dire d'une activité artistique au sens propre, qui permet à la fois de voir avec insistance et de se sortir des modes de la hantise. Voilà, ce qui serait une des formes de la synédésis. Troisième modalité, nous avons ensuite considéré que l'image synédétique permettait le dépassement de toute structure pour regarder l'état restant du monde qui est occulté derrière chacune de ces structures, entendant structure toute forme d'archétype et de contrôle. Quatrième point, l'image synédétique n'est pas un objet, elle n'est qu'une relation qui permet que nous puissions maintenir un regard sur ce qui est occulté. Cinquième point, l'image synédétique est fondamentalement liée à l'interprétation de l'agir et à son essence, c'est-à-dire à son être, à I circonflexe TRE bien sûr, c'est-à-dire l'espace laissé libre pour que quelque chose advienne. Or, la dégradation de cet espace, c'est-à-dire l'état restant du monde, dégrade le fond, FONDS, le stock, à partir duquel nous sommes. Enfin, dernier point ou dernier jalon, l'image synédétique est liée à l'interprétation de la vivabilité, ce que nous avions nommé précédemment la diéténomie.
Cinquième élément de recherche, il nous a fallu penser une théorie de l'image qui nous permette d'intégrer une pensée du prélèvement et de l'abandon. Ça a été le travail sur lequel nous sommes en cours, en fait. Nous avions longuement théorisé la question du prélèvement, au sens du terme grec logos, et au sens de ce qu'on nomme en français les logis, L-O-G-I-E-S, la manière avec laquelle nous arraisonnons les éléments du monde. Ça a été essentiellement le colloque qui a été donné l'an dernier, comme fondation de la pensée et de l'abandon, et comme forme de la hantise maximale de ce que nous sommes, comme être privés d'existence politique et hantés de tant de figures et de formes violentes et angoissantes. Sixième point de la recherche, il a fallu comprendre cette fois la conséquence d'une structure de pensée fondée sur l'améribnie et sur l'échinéidesis. Elle ouvre à la formation d'une crise redoutable de ce que nous nommons les archétypes. L'archétype est en fait la structuration des archets, c'est-à-dire des principes. Il ne s'agit de rien d'autre que de tenter de regarder ce qui a été mis, ce que j'ai utilisé en fait sur un texte sur lequel nous avons travaillé, qui est la dernière énoncé, la dernière phrase de Marcel Proust dans La recherche du temps perdu, et donc essentiellement dernière phrase du temps retrouvé. Je vais citer ce texte et, pour comprendre en fait ce qui est nommé dedans. Proust dit: si de moi il m'était laissé assez de temps pour accomplir mon œuvre, je ne manquerais pas de la marquer au sceau de ce temps, dont l'idée s'imposait à moi avec tant de force aujourd'hui, et j'y décrirais les hommes, cela dût-il les faire ressembler à des êtres monstrueux, comme occupant dans le temps une place autrement considérable que celle si restreinte qui leur est réservée dans l'espace, une place, au contraire, prolongée, sans mesure, puisqu'ils touchent simultanément, comme des géants plongés dans les années, à des époques vécues par eux si distantes, entre lesquelles tant de jours sont venus se placer dans le temps. Voilà, ça c'est la dernière phrase du temps retrouvé, dernière phrase de la recherche du temps perdu, et on a beaucoup travaillé sur cette question, de comprendre en fait ce que Marcel Proust nomme à la fois les monstres et les géants, ou là encore les géants et les monstres, c'est-à-dire ce que nous pourrions comprendre, l'interprétation de celles et de ceux qui prennent trop de place, et de celles et de ceux qui accaparent le visible. Enfin, septième espace de la recherche sur cette question de la sunéidesis, celui précisément du délaissement et celui de la hantise. L'existence d'un monde troué de tant de prélèvements nous hante, si nous sommes amenés à en avoir conscience, autant que l'abandon de tant de figures de la fiction, des récits et des images. Tout ceci nous hante au point que nous soyons contraints d'exister dans un monde de contrôle qui ne cesse d'augmenter, tandis que nous sommes toujours plus les réceptacles d'une violence produite et fictive qui ne cesse de nous hanter pour rien. Voilà ce qui ont été les enjeux de la recherche et les 7 grands jalons qui nous ont permis de travailler cette année. Une partie de ce texte qui vient d'être donné en introduction est publié sur le laboratoire FIG. Le lien est mis dans la playlist du colloque. Vous pouvez y avoir accès avec l'ensemble des commentaires qui ont été donnés avec les étudiantes et les étudiants mardi dernier dans le cadre du séminaire. Et donc en conclusion, je pourrais simplement dire la chose suivante, qu'il s'agit donc à ce point de comprendre quelles sont les conditions de nos images, à quel prix nous les produisons et nous les regardons, et à quel point elles participent à une occultation générale de l'état restant du monde. Il nous revient de nous interroger plus que jamais sur ces conditions, si nous voulons être en mesure de comprendre, évidemment, les enjeux de nos pratiques contemporaines. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne écoute de la suite du colloque et une très belle journée. Merci beaucoup.